Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal de news cette semaine-ci. On a eu évidemment l'event Apple avec des assez grosses surprises, enfin des choses que les gens ne s'attendaient pas du tout et des choses que les gens s'attendaient totalement. On a aussi des news au niveau carte graphique qui devraient arriver, ainsi que pas mal de news au niveau processeur, surtout au niveau d'AMD qui va sortir une flopée de processeurs. Vous avez une barre de... enfin, vous avez une barre de... Oui. Vous avez une barre de navigation, oui, techniquement, ainsi que la table des matières dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. La première news de la semaine est en fait une correction par rapport à mon dernier question-réponse tech que j'ai sorti vendredi, il me semble, oui. Si vous ne l'avez pas vu, vous l'aurez dans le petit i au-dessus à droite si j'y pense à vous le mettre. Bref, dans tous les cas, il y a une des questions qui concernait le silicium et surtout les wafers de silicium, ce qu'on utilise pour fabriquer des microprocesseurs. Et la question, c'était pourquoi ils sont ronds, pourquoi pas les faire rectangulaires ou autre chose. Dans mon esprit, et j'avais vu une vidéo sur comment étaient faits les processeurs, donc je croyais que c'était pour ça. Donc c'est une erreur de ma part ici. Je croyais qu'ils étaient ronds pour tout ce qui est en rapport avec l'optique. Ce qui aurait été aussi logique, vu qu'on utilise des lasers pour fabriquer les microprocesseurs, mais en fait, non. C'est dû de la façon dont ils sont fabriqués, en fait. Et ça aussi, je ne le savais pas. Le silicium, pour les processeurs, c'est basiquement un cristal quand il est mis sous forme de wafer et tout. Donc, il peut être cassant. Et du coup, la meilleure façon de le fabriquer, c'est dans un tube comme ça, sous pression. Et ils font des ingots, comme vous pouvez voir, de silicium aussi. Donc, sous forme arrondie. Donc, en gros, c'est plus facile de les fabriquer sous forme de rond. Ils ont moins de chances de casser. Et du coup, il y a moins de pertes derrière. Parce que si vous gravez plein de processeurs sur un morceau de silicium rectangulaire et puis qui casse après quand vous essayez de séparer les processeurs, je pense que ça vous embête assez bien. Donc, yep, voilà la véritable raison. Donc, ma foi, my bad. La première news de la semaine, du coup, concerne forcément l'event d'Apple en mars, où ils ont annoncé différents produits. Et le premier de ces produits, c'est évidemment un refresh de l'iPhone SE, qui est leur téléphone le moins cher qui existe, neuf en tout cas, qui est basiquement l'iPhone 8, pour information niveau. Genre, c'est le châssis de l'iPhone 8, mais avec des composants plus récents. Et ici, ils sont passés notamment à une puce A15 et le support complet de la 5G. Donc ça, c'est déjà une assez grosse upgrade, franchement. La puce A15 est plus puissante que la plupart des puces que vous avez, je dirais même pratiquement toutes les puces que vous avez dans des téléphones Android. Et beaucoup de ces téléphones Android coûtent plus cher que cet iPhone SE. Vous avez aussi des specs qui sont acceptables. Un écran 720p, la caméra de 12 mégapixels et tout. Voilà, c'est pas un smartphone incroyable, mais pour les gens qui veulent un iPhone et surtout qui veulent Touch ID, c'est pas une mauvaise proposition. Le problème ici, c'est que déjà, vous avez toujours cette énorme différence entre les dollars et l'euro. Donc là, normalement, il coûte 429 dollars, ce qui est une augmentation de prix, si je me souviens bien, parce qu'il était à 399 dollars avant. En Belgique, 529 euros. Ok, ça fait assez cher quand même. Je pense qu'il y a largement matière, et ça n'a pas été le cas malheureusement, à faire un autre iPhone SE moins cher, peut-être l'ancien modèle, le garder un petit peu plus longtemps. L'ancien iPhone SE, pour information, avait toujours une puce A13 qui est toujours très bonne. Ils auraient pu le vendre pour peut-être en dollars, ils auraient pu le vendre dans les peut-être 300 dollars exactement. Et en euros, on aurait pu l'avoir pour peut-être 350 euros. Et ça aurait donné un iPhone plus d'entrée de gamme. Entrée de gamme. Parce que pour moi, 350 euros, c'est plus le milieu de gamme. Mais bon, le truc avec Apple, j'ai l'impression que eux, ils couvrent l'entrée de gamme. Donc le 100 à 300 euros avec tout simplement des iPhones d'occasion. Ou reconditionnés. Donc, ils se disent pourquoi sortir un nouveau smartphone, pourquoi sortir un smartphone neuf quand on peut juste laisser les gens qui achètent un nouvel iPhone le revendre et du coup justifier aux autres personnes de l'acheter derrière pour un prix évidemment plus avantageux et du coup plus entrée de gamme. À mon avis, c'est ça la stratégie d'Apple, surtout que les iPhones gardent assez bien leur valeur. Vous pouvez regarder sur le web de manière générale. Les iPhones comparés aux téléphones Android, surtout les téléphones Android, peuvent chuter en valeur mais à une vitesse incroyable. Les iPhones derrière, genre c'est limite, c'est pas un investissement parce qu'il perd en valeur. Mais il y a réellement un argument à faire sur le fait que si vous achetez un bon iPhone, vous pouvez le revendre pour tellement plus cher par rapport à un téléphone Android dans le futur que
limite, c'est des fois plus intéressant que le téléphone Android, si vous êtes intéressé par les iPhones. Personnellement, je préfère Android. Après avoir testé iPhone pendant plus d'1 an, je préfère quand même Android. Surtout pour le bouton retour sur Android qui est extrêmement pratique. Et sur iPhone, c'est bancal. Faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Sur mon expérience en tant que gros utilisateur Android sur iOS, pour ceux qui seraient justement en train de se dire « Ah, j'aimerais vraiment passer sur un iPhone, mais je ne sais pas ce que ça va faire. » Et du coup, les gens qui sont surtout sur Android. Ils ont aussi mis une batterie un petit peu plus grande. Et normalement, avec l'efficacité énergétique du A15, la batterie de cet iPhone SE devrait être un petit peu plus importante. Donc, ma foi, peut être intéressant. Mais honnêtement, c'est un téléphone qui est surtout intéressant aux États-Unis. En Europe, 529 €. Achetez juste un iPhone 11 d'occasion, franchement, et vous aurez beaucoup plus de valeur. Par contre, un autre truc plus intéressant, c'est le refresh de l'iPad Air qui a été fait et qui est, je pense à ma connaissance, l'appareil Apple le moins cher qui existe avec une puce M1. Donc, il est vendu 599 $ aux États-Unis, 699 € en Europe, ce qui reste une différence déjà plus raisonnable par rapport à l'iPhone SE, et qui du coup vous permet d'avoir une puce M1 et un iPad vraiment pas mal avec un écran de 10 pouces et tout. Honnêtement, je pense que c'est une bonne valeur. C'est même une très bonne valeur selon moi, surtout au niveau de la puissance que vous avez derrière. Ça ne remplace pas un PC. Les iPads ne remplacent pas de PC selon moi. Maintenant, tout le monde n'a pas besoin d'un PC. Si vous faites surtout du texte, si vous faites même un petit peu d'édition vidéo, il y a des programmes sur iPad, genre des trucs simples. Vous n'allez pas dans l'excédent non plus, vous n'allez pas dans le méga professionnel ou autre chose. Un iPad pourrait suffire, franchement. Et pour les jeux vidéo, une puce M1 est juste incroyable. Donc, yep, il y a vraiment... Il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un ordinateur portable à 600 € ou peut-être un iPad avec une puce M1? Selon l'utilisation, il y a un cas à faire ici, clairement. C'est pas pour tout le monde, mais c'est à considérer clairement. C'est 10,9 pouces d'ailleurs. Donc, yep. Vous avez aussi Center Stage, qui est la webcam à l'avant, permet de suivre vos mouvements. Donc, s'il y a plusieurs personnes, ça fait un plus grand angle et tout. Donc, ce genre de choses. Ils ont aussi upgrade le port USB Type-C. Donc, ça veut dire que vous avez le même port USB Type-C que sur les iPad Pro. La seule différence pour ceux qui se demandent, du coup, quel est l'intérêt de l'iPad Pro, qui a aussi une puce M1, l'iPad Pro a toujours une option vers une taille plus importante. Et il a surtout l'écran 120 Hz. Ce qui, pour certaines personnes, ne veut rien dire. Donc, honnêtement, je vois pas trop de raison de prendre l'iPad Pro maintenant, parce que vous avez basiquement le même processeur. Et la durée de vie aussi devrait être très bonne, comme ça a toujours été le cas sur les iPads. Et enfin, on en arrive à la news que beaucoup de gens ne s'attendaient pas et qui a certainement fait le plus parler d'elle, et c'est le fait qu'ils ont évidemment annoncé des nouveaux iPhone verts. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, ils ont annoncé un nouveau Mac, qui est le Mac Studio, qui est basiquement le Mac Mini Pro. Genre vraiment, c'est même format que le Mac Mini, même largeur, même profondeur, juste plus haut. Donc c'est comme si vous stackiez pratiquement 3 Mac Mini l'un sur l'autre. Vous avez des ports à l'avant, des ports à l'arrière. D'ailleurs, pas mal de ports, parce que vous avez 4 Thunderbolt 4 à l'arrière, un Ethernet 10 gigabits, 2 USB type A, un HDMI 2.0, what the fuck Apple, un jack augmenté, genre ce jack est plutôt pas mal, et puis c'est à peu près tout le bouton, le truc power évidemment, et un bouton pour l'allumer, et aussi pas mal de ventilation, parce qu'il y en a assez grosses puces dedans, on va en parler juste après. Du coup, ce Mac Studio, ils auraient pu l'appeler Mac Mini Pro, mais je pense que la raison pour laquelle ils l'ont appelé Mac Studio, c'est que c'est plus facile au niveau marketing, parce qu'ils ont fait tout un speech, toute une vidéo sur justement les studios, donc des studios de création vidéo, des studios de création audio, des studios de création artistique, où cet ordinateur pouvait être au centre de ce studio et révolutionner le monde et changer à jamais la façon dont on voit les choses. Enfin, les discours habituels d'Apple où ils révolutionnent le monde juste en faisant un discours. Je ne pense pas que vous allez révolutionner le monde avec un Mac Studio, mais selon Apple, ça va être le cas. Dans tous les cas, c'est une machine plutôt attrayante du coup pour beaucoup de gens parce qu'elle est plutôt petite, elle est apparemment très silencieuse et elle a pas mal quand même d'output et input et certainement aussi pas mal de puissance vu que forcément vous avez les M1 de Apple qui sont dedans, donc vous avez le M1 Max, mais aussi une toute nouvelle puce qu'ils ont annoncée qui est le M1 Ultra, qu'on va voir juste après.
Maintenant, il y avait d'autres trucs assez intéressants. Donc, vous pouvez monter jusqu'à 128 Go de RAM sur ces machines. Vous pouvez avoir aussi 2 ports Thunderbolt en plus à l'avant, en plus de ceux à l'arrière. Donc, ça fait 6 ports, ce qui est énorme. Ce qui fait quand même, avec les 2 ports à l'avant et les 4 ports à l'arrière, 6 ports qui font du 40 gigabits, ce qui est énorme. Pour information, je pense pas qu'il y ait d'autres PC avec autant d'output input. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à calculer. Vous pouvez brancher des écrans forcément sur ces ports USB type C, Thunderbolt. Et il me semble que, pendant que quelqu'un a sorti une tronçonneuse, j'ai entendu du bruit, il me semble que vous pouvez brancher genre plusieurs centaines d'écrans 1080p dessus. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Ne faites pas ça, ce serait de la folie. Aussi au niveau du reste, vous pouvez monter jusqu'à 8 Tera de SSD. Évidemment que vous ne pouvez pas upgrade, ça c'est selon moi un énorme problème avec Apple. Surtout que leurs SSD ne sont pas si impressionnants que ça. Ils parlent souvent sur le fait que ils sont hyper rapides, ils peuvent faire du 7 Go à la seconde. C'est pas si impressionnant que ça en fait. Genre la PlayStation 5 fait du 7 Go à la seconde. Et surtout, apparemment, Apple prend des raccourcis pour atteindre ce niveau de puissance qui fait que en fait, ils font pas les choses de la meilleure façon possible. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait une loi européenne qui dise que n'importe quel stockage sur n'importe quel ordinateur doit pouvoir être upgrade. Donc, on doit pouvoir l'enlever et en mettre un autre. Ça devrait être la loi. Parce que ça, genre, Apple n'a pas une technologie révolutionnaire au niveau de leur SSD. Je sais qu'ils ont tout un système de sécurité au niveau de leur SSD par contre, mais ils pourraient, et c'est le cas avec Windows, il n'y a aucun problème de chiffrer les données d'un SSD que vous avez mis vous-même et que vous avez une puce qui fait le chiffrement quelque part sur le PCB. Il n'y a aucun problème à faire ça. Je pense juste qu'ils ne veulent pas le faire en donnant l'excuse de la sécurité parce que c'est beaucoup plus rentable de faire ça, tout simplement. Donc, bref. Donc voilà, ça c'est le Mac Studio. Ils ont aussi annoncé un écran qui va avec, tant qu'on y est. Je sais pas si on... Non, on le voit pas ici. C'est juste un écran 27 pouces. C'est l'écran de l'iMac Pro pour information de 27 pouces. Il y a des trucs quand même assez intéressants. C'est notamment, ils ont mis une puce A13 dedans. Donc vous avez une webcam. Donc la webcam est gérée par la puce A13. Donc ça veut dire que vous avez tout le processing vidéo qui est fait par cette puce. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que ce qui sépare vraiment les caméras de votre téléphone aux caméras que vous branchez à votre ordi, c'est le processing vidéo. Et c'est parce que les téléphones le font bien mieux que votre PC, en fait. Parce qu'ils ont du hardware spécialement pour ça. Et bien là, la webcam de cet écran, justement, supporte pleinement ça directement dans l'écran. Ce qui est assez impressionnant. Et aussi un système audio qui a l'air vraiment pas mal. Et il est vendu genre 1700 €, ce qui est très cher pour un écran. Mais par rapport au prix habituel d'Apple, et surtout par rapport au prix du seul autre écran que vend Apple, qui est le Pro Display Art, Pro Display XDR, oui, XDR, drôle de nom, qui est vendu plus de 5000 €. Donc finalement, c'est déjà une upgrade, je suppose, même si, selon moi, il vaut mieux juste prendre un écran genre Dell. Prenez juste un écran Dell avec port Thunderbolt, et puis vous êtes beaucoup mieux, quoi. Bref. Maintenant, on en arrive à justement cette puce M1 Ultra, qui a un nom ultra génial. On peut voir que Apple a pris un max de temps pour faire un nom qui est vraiment pro. Je fais des jeux de mots avec tous leurs noms. Les noms d'Apple sont vraiment à chier ces derniers temps. Genre, qu'est-ce que c'est que ce nom, franchement? M1 Ultra? C'est quoi le prochain? M1 Ultra Max Pro ou autre chose? Apparemment, c'est la dernière puce de la famille M1, pour ceux qui se demandent. La prochaine puce qu'ils annonceront, ce sera une puce M2, basiquement. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, cette puce M1 Ultra est du coup spécifique au Mac Studio et c'est basiquement deux puces M1 Max ensemble. Donc ils ont pris deux puces M1 Max, il y a un truc pour les lier ensemble et voilà, c'est fini. Donc vous allez me dire, ça ressemble assez bien à ce que fait AMD avec leur processeur Ryzen et c'est vrai en partie mais pas totalement parce que ici Apple le fait, on va dire, va encore plus loin que AMD. Parce que AMD c'est sur le même substrate, donc c'est genre, c'est très proche mais c'est pas, ils sont pas non plus collés. Ici, Apple les colle pratiquement et tout ce que vous avez au milieu, c'est ce qu'ils appellent l'ultrafusion. Oui, magnifique nom. Et ça permet de lier les deux processeurs ensemble. Et le truc avec la puce de Apple, je vous invite à lire cet article d'ailleurs d'AnandTech qui est très intéressant, qui est une analyse complète justement sur cette puce. Le truc qui est assez impressionnant avec cette puce, c'est que selon Apple,
et ça semble se confirmer, c'est comme si c'était juste une puce monolithique. Donc, en gros, pour un programme, pour même le système d'exploitation, pour lui, il n'y a aucune différence entre un cœur là et un cœur là-bas. Ce qui n'est pas le cas avec les processeurs AMD, il faut le savoir. Windows est au courant, Windows sait que les cœurs qui sont sur un morceau de silicium et sur un autre sont pas exactement les mêmes et que du coup, il doit éviter de les mélanger. Il doit éviter de mettre un programme sur plusieurs de ces cœurs, sur plusieurs morceaux de silicium, ou sinon ça peut causer des problèmes de latence. Donc Windows est au courant. Et il y a des technologies dans Windows qui permettent de gérer et d'avoir quand même des bonnes performances. Et ça marche quand même plutôt bien. Hein. Mais ici, Apple va plus loin. Comme ce processeur est considéré comme un seul processeur, ben vous pouvez facilement juste rajouter une puce et augmenter la puissance, comme ils l'ont fait au final. La M1 Max était très intéressante comme puce. Maintenant, vous en avez deux. Vous avez 2 fois plus de puissance. Vous avez maintenant 20 cœurs. Donc, vous avez 16 cœurs haute performance, 4 cœurs haute efficacité. Vous avez maintenant 60 cœurs GPU. Vous pouvez monter jusqu'à 128 Go de RAM. Et du coup, aussi, gérer jusqu'à 8 Tera de SSD. C'est énorme, en fait, comme puissance. Vraiment. Et le fait que ce soit juste, au final, pour les programmeurs, il n'y a rien à changer. Vous n'avez pas besoin de le gérer dans votre code ou autre chose. Et aussi dans le système d'exploitation, ça n'a pas besoin d'être géré. C'est exceptionnel, franchement. C'est vraiment, comme je le dis, c'est une étape plus loin que ce qu'a fait AMD. Et c'est pour moi, vraiment, peut-être l'avenir des microprocesseurs, en fait. On l'a vu la semaine dernière qu'il y avait un consortium qui était en train de se créer en différentes marques comme Intel et AMD, notamment, pour faire des puces, ou plutôt faire un format non propriétaire, un format universel, où les constructeurs de puces pourraient les faire, on va dire, travailler ensemble, un petit peu comme ça. Et bien là, c'est encore une étape au-dessus. Évidemment, c'est propriétaire, mais ça va montrer que c'est possible déjà, et surtout, ça va mettre le feu un petit peu sous les fesses des constructeurs d'autres puces. Du coup, Apple a montré quand même quelques chiffres. Alors, les chiffres de performance, c'est très genre subjectif, dirons-nous. Donc, c'est déjà le graphe est labellisé relative performance. On ne sait pas dans quoi. On sait que le processeur comparé ici, donc, il montre que on est 90% plus performant à 60 watts consommés et compare à un 16 cœurs PC desktop. On ne sait pas lequel. Mais en fait, si vous allez dans les petites lignes du truc, en fait, c'est un 12900K d'Intel. Ce qui est un énorme processeur, très puissant. C'est même le plus puissant qui existe à l'heure actuelle. Mais le truc qu'oublie Apple, ou plutôt que fait exprès d'oublier Apple, c'est que c'est pas la puce la plus efficace au niveau énergétique. Clairement. Donc, forcément, la comparaison est un petit peu étrange, selon moi. Mais ne vous me trompez pas. La puce M1 Ultra d'Apple est réellement très impressionnante pour la consommation, le niveau de performance qu'elle donne. Et je suis pratiquement sûr que oui, à 60 watts, il n'y a aucune autre puce qui offre autant de performance que cette puce M1 Ultra. Sûr et certain. Et c'est la même chose avec le GPU. Là, ils ont comparé à la RTX 3090, qui est évidemment un GPU monstrueux, et ils ont montré qu'ils étaient beaucoup plus efficaces ou plutôt ils avaient le même niveau de performance avec 200 watts d'énergie en moins consommée. Encore une fois, on ne sait pas les benchmarks. Aussi bien ils ont testé dans Roblox. Pourquoi ils auraient fait ça on ne sait pas. Donc, tenez-en compte. Il y a certaines tâches où je suis pratiquement sûr qu'une RTX 3090 sera toujours beaucoup plus puissante. Il y a certaines tâches où la puce M1 Ultra d'Apple sera plus puissante. Tout à fait possible. Donc ça, c'est toujours un truc qu'il faut tenir compte. Maintenant, ça ne change rien au fait que cette puce est très, très puissante pour la consommation qu'elle a. 64 cœurs GPU, c'est vraiment énormément de puissance GPU. C'est autant qu'une carte graphique dédiée. Maintenant, c'est plus en quelque sorte un chipset graphique intégré à ce niveau-là. C'est vraiment, on est au niveau d'une carte graphique dédiée. Surtout que Apple a toujours cet avantage qu'il ne faut pas négliger, c'est que toutes les puces M1 partagent leur mémoire entre le GPU et le CPU. Donc ça veut dire que le GPU des puces M1 profite pleinement de toutes ces mémoires. Donc jusqu'à 128 Go ici sur la M1 Ultra. Et il n'existe à l'heure actuelle aucune carte graphique avec 128 Go de RAM vidéo. Genre de la RAM rapide. Il existe des GPU avec des slots SSD, mais ça ne compte pas. Donc c'est réellement impressionnant. Si vous avez besoin de beaucoup de mémoire vidéo et beaucoup de puissance derrière,
honnêtement, il n'y a peut-être rien de mieux que cette puce M1 Ultra, ce qui est assez impressionnant, franchement. Mais encore une fois, ça dépend des tâches et ça dépend de ce que vous allez utiliser. Et aussi, du coup, ils avaient donné des petits chiffres. Ils avaient donné notamment le chiffre que cette mémoire maintenant atteint 800 gigas à la seconde de bande passante. Donc, ils ont dit que c'est évidemment la mémoire la plus rapide, sauf que la RTX 3090 fait plus rapide que ça. Maintenant, la RTX 3090 n'a que 24 gigas de GDDR6X. Donc là, la puce M1 Ultra en a plus. Donc voilà. Bref, dans tous les cas, très impressionnant. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne, évidemment, dans des tests. Il faudra voir quand le Mac Studio sera disponible. Et du coup, forcément aussi, vous devez bien vous en douter au niveau des prix. C'est pas mal. Alors, en réalité, le prix de base de la machine n'est pas si tiré par les cheveux. Le Mac Studio est vendu un peu plus de 2000 € de base avec un M1 Pro. Donc pas le M1 Ultra, mais quand même le M1 Pro. Vous avez 32 Go de RAM et tout ça. Donc c'est une machine respectable. Je dis bien respectable au niveau prix. Surtout au niveau de la puissance que vous avez. Et surtout si vous avez besoin d'une machine qui ne consomme pas beaucoup. Ça peut être une bonne alternative. Donc, yep. Il y a aussi un truc que vous devez tenir compte. J'en reviens à la news du Mac Studio. C'est que ce n'est pas encore le Mac Pro. Ils vont faire un Mac Pro. Ils l'ont annoncé à la fin de la présentation que le Mac Pro serait le dernier appareil Apple qui devrait être refresh avec une puce justement Apple et que ça arrivera plus tard. Donc, je suppose qu'ils attendent d'avoir les puces M2 déjà. Ils ont dit que la puce M1 Ultra était la dernière de la famille M1. Donc, ce sera forcément une puce M2. Et du coup, je suppose qu'ils attendent aussi la puce M2 parce que la puce M1 est très impressionnante, mais avec la puce M2, ils vont certainement faire beaucoup d'améliorations. Et du coup, ces améliorations vont profiter au Mac Pro qui sera encore beaucoup plus puissant. Donc là, on pourrait voir justement un design de puce aussi qui est prévu pour être upgradable comme ils l'ont montré avec la puce Ultra. Donc le fait qu'on puisse les fusionner ensemble, peut-être que ça va faire partie intégrante du design des puces M2 qui seront toutes comme ça, où il y aura peut-être ce Ultra Fusion sur deux côtés justement de la puce et vous pourrez mettre plusieurs puces justement M1 ou M2 plutôt, l'une à côté de l'autre et faire un processeur encore plus puissant. Et du coup, ce serait peut-être comme ça qu'ils feraient leur Mac Pro, tout simplement. Juste en mettant peut-être 4 puces M2 l'une à côté de l'autre et puis voilà, on a fini. C'est tout à fait possible. Si on imagine que la puce M2 a peut-être par exemple 10 cœurs, ce qui serait pas si tiré par les cheveux, ça la mettrait au même niveau que la puce M1 Pro et M1 Max. S'ils en mettent 4, ça ferait 40 cœurs. Ça fait pas mal de puissance pour un processeur professionnel. Même chose avec le GPU. S'il passe à peut-être 16 cœurs GPU, ce serait 64 du coup. Bon, c'est autant que le M1 Ultra. Bon, là, il devrait peut-être faire une version avec plus de cœurs GPU, mais yep, tout à fait possible qu'ils fassent ça. Maintenant, on verra bien. Maintenant, on a une news au niveau d'Android 12L qui est officielle et qui sera du coup Android 12.1 et qui commence à arriver sur certains téléphones Pixel. C'est un petit peu bizarre parce que cette version d'Android, pour information, est faite pour les tablettes en réalité. Ça rajoute des fonctionnalités qui permettent de vraiment utiliser plus la tablette comme un ordinateur, ce qui est selon moi très intéressant évidemment. Mais il n'y a aucune tablette pour le tester. Donc c'est un peu bizarre. Surtout que vous avez Samsung qui a sorti des tablettes, genre là à peine quelques semaines. Pourquoi il n'y a pas une version bêta dessus pour tester? Donc ouais. Donc il y aura seulement des tablettes vers la fin de l'année, comme ils ont dit, enfin plus tard. Donc en attendant, yep, si vous le testez, c'est sur un smartphone. C'est un peu bizarre. Donc ouais, il y a des fonctionnalités qui permettent de juste utiliser plus Android comme un ordinateur. Ce qui, selon moi, encore une fois, est un petit peu l'avenir, justement, de ces appareils mobiles. Je pense que l'ordinateur comme on le connaît à l'heure actuelle va commencer à disparaître. Il a déjà commencé à disparaître d'une manière, en quelque sorte. Mais ça va s'accélérer un petit peu. Et je verrais bien un futur, oui, où vous avez juste un téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez dans un dock, et puis vous avez un ordinateur. Vous le tirez du dock, et puis vous allez quelque part, et voilà, c'est tranquille. La tablette, par contre, enfin, le fait d'avoir une interface en réalité, on va dire, plus PC, en tout cas, ou plus orienté production sur une tablette, je ne sais pas si c'est forcément en réalité la meilleure stratégie quand on y pense. Parce que les tablettes ne sont pas si populaires que ça. C'est surtout les iPads qui sont populaires. Peut-être que c'est pour
donner une alternative au Chromebook, éventuellement, de la part de Google. Donc, peut-être qu'ils vont orienter plus les Chromebooks au niveau vraiment, oh, vous avez besoin d'un clavier, ben, prenez un Chromebook. Et oh, vous avez juste besoin d'un écran tactile, ben, prenez une tablette Android 12L, peut-être, je ne sais pas trop. On verra bien ce que ça donnera. Ensuite, en parlant de quelque chose qu'on verra bien ce que ça donnera, AMD va sortir réellement, c'est confirmé maintenant, des RX 6950 XT, 6750 XT et 6650 XT, qui sont du coup des refresh de leurs cartes existantes avec apparemment de la meilleure mémoire. Possible aussi qu'ils fassent un petit overclocking. Et du coup, ça devrait offrir un petit peu plus de concurrence pour AMD. Donc notamment, je pense que la 6950 XT est clairement dirigée à la RTX 3080 Ti. La 6750 XT est clairement dirigée à 3070 Ti, même si la 6700 XT n'arrivait pas à battre une 3070, donc j'ai du mal à voir comment celle-là battrait une 3070 Ti. On verra bien. Et la 6650 XT certainement vise... elle était déjà plus puissante que la 3060 en fait. Oh. Elle vise un peu la 3060 Ti, je suppose. Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre cette génération de cartes graphiques parce que d'habitude, vraiment d'habitude, vous avez Nvidia fait une carte graphique, AMD fait une qui est un petit peu plus puissante. Ici, cette génération, des fois, vous avez des cartes graphiques qui sont juste au milieu. Genre, Nvidia a une carte graphique ici, ils en ont une ici, et puis AMD en sort une en plein milieu. C'est en mode, ok. Donc c'est comme s'ils se disaient, oh, toi tu prends ce marché, moi je prends cette gamme de prix. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Mais bref, on verra bien ce que ça donnera. Elles sortent en avril pour information. On a des semblants de specs, mais c'est plus des rappels de specs des 6900 XT notamment, parce que encore une fois, c'est pratiquement les mêmes GPU. Apparemment, ils seraient toujours basés en 7 nanomètres, malgré que AMD a normalement du 6 nanomètres maintenant avec TSMC. Donc c'est un peu bizarre qu'ils s'en profitent pas un petit peu. Mais la différence, c'est que oui, vous aurez de la mémoire plus rapide. Bien que pour la 6900 XT, ils indiquent que c'est la même mémoire ici. Donc je suis en mode, oui. Peut-être que la carte est overclockée ou autre chose. Ouais. J'espère qu'ils vont mettre de la meilleure mémoire, parce qu'il y a de la meilleure mémoire que ça. Genre, c'est possible d'aller plus haut. Genre, la RTX 3090 Ti a de la mémoire qui monte jusqu'à 20 Gbps. Donc, c'est possible. Mais bon. La 6750, par contre, oui, elle utilisera la même mémoire que la 6900, justement, qui est de la 18 Gbps. Et du coup, ça lui ferait un upgrade par rapport aux 16 Gbps de la 6700 XT. Et ça fait vraiment une différence pour ceux qui se demandent. Et la 6650, elle aussi serait sur les 18 Go par rapport aux 16 Go. Donc, yep, on verra bien. Il y a toujours aussi des 6600, 6500 et 6400 qui doivent sortir. Mais honnêtement, vu que la 6500 XT est déjà pas très puissante, je ne vois aucun intérêt à ces deux cartes-là. Donc, yep. Un peu étrange. Ensuite, on a une news au niveau processeur sur le fait que Intel va sortir le processeur mobile le plus puissant qui existe, à part si vous tenez compte de la puce M1 d'Apple et que vous tenez compte de la consommation, encore une fois. Et ce sera le 12900, le Core i9 12900 HX, qui du coup va se placer au-dessus du 12900H ainsi que le 12900HK, il me semble que ça s'appelle, oui, qui eux sont différents. En quoi ils sont différents et en quoi ce processeur est différent? Bien tout simplement parce que le 12900H ainsi que son confrère overclockable étaient des processeurs 6 cœurs haute performance avec 8 cœurs haute efficacité énergétique. Oui, c'était ça. Et du coup, ils n'avaient pas le full CPU qu'on a vu sur Alder Lake au niveau PC fixe. Ici, ce sera un processeur 8 cœurs haute efficacité énergétique et surtout 8 cœurs haute performance. Donc vous aurez le full 16 cœurs qu'on a sur le 12900K de PC fixe. Maintenant, vous devez bien vous en douter, le 12900K de PC fixe est un monstre de puissance, mais surtout un monstre de consommation. Donc à mon avis, la raison pour laquelle ce processeur sort maintenant et pas avant, c'est que Intel a trié les puces, tout simplement. Ils ont trié les Core i9 et ils ont gardé les meilleurs, les plus efficaces au niveau énergétique, ceux qui peuvent garder la plus haute fréquence avec la plus basse tension pour faire ce processeur. Parce que ça ne va pas être un processeur que vous verrez dans beaucoup d'ordi portables. C'est le ultra haut de gamme. Vous le verrez dans des modèles à 3000, 4000, plus 4000 euros, à mon avis, 5000 euros, et genre dans les modèles les plus extrêmes. Donc, ils vont pas en vendre beaucoup. Et ils n'ont pas besoin d'en vendre beaucoup, parce que des fois, il y a des puces qui existent juste parce que, pour faire de l'argent,
parce que ça va faire de l'argent, mais aussi pour mettre dans l'esprit des gens de se dire, hey, la puce la plus puissante, le CPU le plus puissant sur ordinateur portable Windows, c'est celui-là, c'est celui d'Intel. Et ça reste dans l'esprit des gens. Réellement, ça marche plutôt bien. Même si aussi bien un processeur AMD serait plus intéressant à un certain prix, les gens savent que mais le Core i9 c'est le plus puissant, donc je vais prendre un Core i5. Vous voyez? Ça marche réellement. Il ne faut pas sous-estimer ça au niveau marketing. Évidemment, les gens qui s'y connaissent au niveau hardware le savent très bien, mais les gens qui n'y connaissent rien, ils se disent j'ai vu un article qui disait que le Core i9 c'était le plus puissant, donc je vais prendre un Core i5 qui doit être aussi très puissant. Et ça marche réellement. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce processeur existe principalement pour ça. Maintenant, il sera réellement le plus puissant que tout ce que vous avez sur ordinateur portable. Donc, ma foi, si vous en avez besoin. Maintenant, il y avait des tests qui ont déjà été faits, mais réellement, si vous êtes intéressé par des processeurs Intel au niveau PC portable, le 12700H reste une valeur beaucoup plus impressionnante, parce qu'il a autant de cœur que le 12900H. Il a juste un peu moins de boost de fréquence, mais il coûte moins cher du coup. Et vous avez aussi ce Core i5, notamment le Core i5 12500H qui a quand même 4 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique. Très bonne valeur aussi. Donc ça, c'est les deux que vous devez regarder le plus, selon moi. Au passage, vu qu'on parle de processeurs mobiles Intel, surtout le 12900H, j'ai ma vidéo du Rockflow qui arrive bientôt. Elle est finie pour ceux qui se demandent. Enfin, il faut qu'on la réduise en taille parce qu'elle fait 40 minutes. J'avais beaucoup à dire dessus. C'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser. C'est vraiment une vidéo de review du Rockflow que j'aime beaucoup, le Z13 avec cette puce, le 12900H. Pas la puce l'autre puce ici, hein, parce que là ce serait abusé. Et du coup, ça arrive bientôt. Donc j'espère que vous aimez des vidéos de 40 minutes. Non, on va essayer de réduire ça. Je pense qu'il y a moyen de viser 30 minutes. 30 minutes, ce serait déjà raisonnable. Mais il y a beaucoup à dire dessus. Et je fais des petites démonstrations pour montrer un petit peu quel est l'intérêt pour ceux qui ont un intérêt pour cet ordinateur. Donc, vous verrez bien cette vidéo, quoi qu'il arrive. Ensuite, on a pas mal de news au niveau d'AMD qui va sortir une flopée de processeurs. On l'a vu la semaine dernière qu'il y avait pas mal de processeurs qui allaient venir. Mais il y en a encore plus. Genre beaucoup plus. Alors, ces processeurs n'arriveraient pas tous en mars du coup. Ils arriveraient plutôt... Enfin, ils vont être apparemment annoncés en mars, mais ils arriveraient en avril. Et du coup, nous avons évidemment ce fameux Ryzen 7 5800X 3D, non parfait, qui est, je vous rappelle, le processeur avec un cache de mémoire par-dessus, qui est un cache qui rajoute énormément de cache de niveau L3 au processeur, ce qui permettait de réellement augmenter les performances. Donc ça, c'est le processeur que AMD espère va concurrencer un petit peu au niveau jeu les processeurs Intel. Mais vous aviez aussi un 5700X, un 5600, un 5500 qui avaient été annoncés, ou plutôt qui avaient été annoncés dans des rumeurs. Mais il y en a un plus encore. Vous aurez aussi un 4600G, un 4500 et un 4100. Oui. Et aussi des 5500, 5700, des 5100 et des 4700. Yes! Ça devient un peu le bordel. Alors, tous les 4000, les Ryzen 4000, en réalité, seront des processeurs OEM. Donc, c'est-à-dire que vous les verrez seulement de des PC prémontés. Donc, en vrai, vous pouvez les ignorer. Maintenant, les autres, il y en a, j'ai du mal à voir la raison pour laquelle ils existent, honnêtement. J'avais déjà parlé du fait que le 5600 au niveau du prix de la rumeur, pour moi, n'avait aucun intérêt parce que autant prendre un 5500 qui semble avoir 6 cœurs, 12 threads et un prix beaucoup plus avantageux. C'est juste qu'il a moins de cache par contre. Ça, tenez-en compte que le cache, ça fait vraiment la différence dans certains jeux. Et on verra bien. Le 5700 aussi a moins de cache. Donc c'est vraiment... J'ai l'impression que le 5700, c'est le 5700G sans la partie graphique parce que c'est exactement les mêmes specs, on dirait. Donc, on verra bien. Il y a le 5700X qui, lui, pourrait être intéressant si le prix est réellement intéressant derrière, qui serait un 5800X moins cher. Maintenant, il n'a pas la même fréquence et tout, donc faut voir. Donc, c'est un peu bancal. Maintenant, il y a aussi, et ça, c'est certainement pour concurrencer les Core i3 Alder Lake d'Intel qui sont imbattables au prix où ils sont à l'heure actuelle, parce que vous avez un Core i3 Alder Lake pour un peu plus de 100 €, 4 cœurs, haute performance, 8 threads, un bon vieux Core i7 basiquement, hein, comme à l'époque. Il est extrêmement puissant pour le prix.
Du coup, là, vous aurez un Ryzen 3 5100 qui serait un 4 cœurs 8 threads. On ne sait pas encore les fréquences ni rien et on ne sait pas encore le prix. Donc ça va vraiment dépendre du prix. Je pense honnêtement que ce sera genre $119, quelque chose comme ça. Donc pour concurrencer directement les Core i3. Du coup, c'est un peu étonnant que AMD prenne déjà autant de temps à sortir. Genre tous ces processeurs, à part le 5800 XD 3D LOL, Mega LOL MDR, ça me fait vraiment penser à ça, ce nom-là. Tout cela aurait déjà dû sortir voilà des mois, en fait. Ils auraient déjà dû sortir en 2021. Je ne sais même pas pourquoi ils ont mis autant de temps à les sortir. Je pense que c'est dû au fait que les 5600X, 5800X se vendaient très bien. Il n'y avait aucune raison de sortir d'autres références. Mais tout ce qui était en entrée de gamme, par contre, genre, il y avait de la marge, en fait. Il y avait de la marge pour un 5100, par exemple. Et ils ne l'ont jamais fait. Peut-être qu'ils avaient des problèmes de production, tout simplement. Ils ne produisaient pas assez de puces, donc ils se sont dit, ça sert à rien de faire des 5100, autant garder toutes ces très bonnes puces qui marchent très bien pour faire des 5600X qu'on vendra plus cher. À mon avis, c'était ça. Et puis, Intel est arrivé avec Alder Lake, et là, ils étaient en mode, oh, mince, on n'a aucune concurrence versus ce Core i3, là. Il est en train de défoncer nos processeurs. Sortons aussi des processeurs. Mais bon, vous l'avez déjà vu dans mon test d'Alder Lake, la génération actuelle d'AMD est très performante, mais Intel fait mieux. Et le truc, c'est que même si ce Ryzen 3 5100 est pas mal, il ne sera pas aussi bien que le Core i3, selon moi. Donc, c'est assez étrange de voir ça. J'ai du mal à comprendre la stratégie marketing ici. Vraiment, j'ai l'impression que AMD est en mode « Oh, on n'a pas encore les nouveaux processeurs Ryzen 7000 qui sont prêts. On n'a pas Zen 4 qui est prêt. » Du coup, en attendant, on va faire ça. Comme ça, les gens se disent « Ah, regardez, AMD existe toujours. » Je pense que c'est ça. Genre, c'est pour montrer qu'ils existent toujours. Ils sont en mode « Hey, on est là. On a des processeurs, nous aussi. » Donc, yep, on verra bien. Par contre, ce 5800X... Par contre, dans une autre news, ce fameux Ryzen 7 5800 XD 3D MDR édition aurait des problèmes. Le premier problème, c'est que déjà sa fréquence de base est beaucoup plus basse que le 5800X. Donc 5800X a une fréquence de base de 3,8 GHz et un boost de 4,7. Ce 5800X 3D MDR édition a une fréquence de base de 3,4 GHz et 4,5 de boost. Donc déjà là, vous êtes en mode ok, c'est étrange. Mais le deuxième truc plus étrange et surtout beaucoup plus problématique, c'est que ce 5800 XD 3D MDR édition, ok, j'arrête avec cette blague, n'est pas overclockable. Vous ne pouvez pas l'overclocker. AMD a envoyé un message à tous les constructeurs de cartes mères pour leur dire « Hey, bloquez l'overclocking sur ce processeur. » On ne sait pas pourquoi. On peut essayer de deviner. Il y a des gens qui disent « Ah, vous voyez, c'est AMD qui prouve qu'ils ne sont pas pro-consumer, ils veulent enlever des fonctionnalités aux consommateurs, tout ça. » Je ne crois pas que ce soit ça, même si AMD est clairement une entreprise et qu'ils veulent faire de l'argent. Hein. Aucune entreprise n'est votre ami. Ils sont tous là pour faire de l'argent. Il y en a juste qui sont respectueux de leurs consommateurs et d'autres un peu moins respectueux. Non, pour moi, c'est plutôt genre, il y a un problème avec le cache, en fait. Peut-être que à cause de l'ajout de ce cache, ils ne peuvent pas maintenir une fréquence plus importante. Et du coup, si quelqu'un essaie d'overclocker ce processeur, ça posera encore plus de problèmes. Donc, il y a des trucs qui ont l'air pas tout à fait génial avec ce processeur. Des problèmes réellement qu'AMD, à mon avis, doivent fixer. Et c'est peut-être pour ça aussi que Zen 4 est retardé. Parce qu'il me semble que Zen 4 aurait probablement ce cache 3D d'intégrer au processeur. Et du coup, si AMD n'arrive pas à maîtriser totalement cette technologie, c'est peut-être pour ça que Zen 4 met autant de temps à sortir, éventuellement. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera d'ici là, je suppose. Si j'arrive à mettre la main dessus, je vous ferai un test, je ferai des comparaisons, on essaiera de l'overclocker s'il y a moyen de traficoter, mais en attendant, c'est tout ce qu'on sait dessus. Et enfin, je voulais terminer avec une news de la plus grande importance, qui n'est pas du tout une news troll d'ailleurs. LimeWire est de retour. Et oui, pour ceux qui utilisaient LimeWire à l'époque, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est LimeWire d'ailleurs, c'était un programme qui vous permettait de télécharger de la musique. Illégalement d'ailleurs, il faut le préciser.
Vers la fin de LimeWire, c'était plus un programme pour installer des virus facilement sur son PC, parce que c'était surtout des virus, toutes les musiques que vous téléchargiez, mais à une époque, c'était massif. LimeWire était vraiment massif. Évidemment, LimeWire a cessé d'exister il y a pas mal d'années, mais vous avez quelqu'un qui a été acheté les droits de LimeWire et qui l'a fait revenir. Et du coup, maintenant, LimeWire ne permettra pas de télécharger illégalement la musique. Non, vous ne pourrez pas télécharger la dernière musique de Ariana Grande ou The Weeknd ou je ne sais qui encore avec. Non, par contre, vous pourrez acheter des NFT. Ce que tout le monde adore. Tout le monde adore les NFT. Je voulais d'ailleurs annoncer que maintenant, la chaîne Texama vendrait des NFT. Non, je déconne. Tout le monde déteste les NFT. Personnellement, alors je sais que les NFT, c'est quelque chose qui va devenir important dans un futur plus digital. Mais à l'heure actuelle, les NFT, c'est juste une arnaque. C'est franchement une arnaque complète. C'est comme le marché de l'art pour moi. Le marché de l'art, dans la vraie vie, c'est de l'arnaque. Il n'y a aucune raison pour laquelle un tableau vale aussi cher des fois. Et je ne parle pas de tableaux de maître de gens qui sont disparus depuis 300 ans ou autre chose. Je parle des fois de juste un mec qui prend un pinceau, qui fait un trait, qui fait « Voilà mon tableau, ça représente la société moderne de consommation. Du coup, je le vends 2 millions d'euros. » C'est ce marché de l'art que je parle. Pour moi, c'est exactement la même chose que les NFT. C'est du vent complet. Et du coup, ici, l'intérêt de LimeWire version NFT, c'est que vous pourrez acheter des NFT, mais pas avec des cryptocurrencies, parce que les NFT, bien souvent, s'achètent avec des cryptocurrencies. Donc un NFT, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, je devrais peut-être l'expliquer. Alors je ne suis pas un pro, je vais être très honnête. Je vais le résumer de la façon la plus simple possible. C'est un token qui permet de prouver qu'une œuvre digitale vous appartient. Donc vous pouvez acheter un NFT, par exemple, d'une image de profil. Par exemple, si je fais cette tête-là, je pourrais le mettre en vente, le droit à cette image, en quelque sorte, dire qu'elle vous appartient, cette image. Je pourrais le mettre en vente sur un marketplace de NFT. Et du coup, ce que vous récupérez, c'est le token qui prouve que c'est à vous. Maintenant, est-ce que ça empêche les autres d'utiliser cette image? Non, totalement pas. Mais vous avez la preuve que c'est votre image. C'est comme un certificat d'authenticité. J'arrive plus à parler. C'est comme un certificat qui prouve que ça vous appartient. Et du coup, ce token, évidemment, fonctionne comme les cryptocurrencies, pour ceux qui se demandent. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette liaison avec les cryptocurrencies. Du coup, là, ce LimeWire NFT édition XD Pro HDR, j'invente totalement le nom, vous pourriez acheter les NFT avec de l'argent réel. Donc, si vous aviez peur de vous faire arnaquer avec les cryptocurrencies en achetant des NFT, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous faire arnaquer en achetant des NFT avec votre argent réel. Donc, c'est plutôt cool, si vous êtes intéressé par ça. Donc, yep. Je n'ai rien d'autre à dire. C'était vraiment la news troll de cette semaine-ci. S'il vous plaît, n'allez pas utiliser ce truc-là. S'il vous plaît, n'allez même pas l'installer ou je ne sais quoi. Enfin, l'installer, il me semble, c'est juste un site web. N'allez même pas voir, quoi. Donc, voilà. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous aurez peut-être une chance de gagner un NFT qui prouve que cette vidéo vous appartient. Peut-être. Pas du tout. Vous pouvez laisser aussi un pouce rouge si vous n'aimez pas le fait que je n'aime pas les NFT et que c'est votre seule manière de montrer votre mécontentement. Ou alors vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des sentiments plus complexes ou si vous avez un argument pour les NFT. Je ne dis pas que les NFT c'est juste mauvais, hein, mais c'est juste que actuellement c'est juste mauvais. Plus tard ça pourrait être bien. Maintenant c'est juste mauvais. Bref, merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.